Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avanti-Niça, le dernier débrief de cette année 2023, et c'est une magnifique victoire de but à 0 face au Racing Club de Lens, à laquelle on a assisté hier soir, parce qu'on enregistre ce jeudi. Une victoire qui propulse, en tout cas qui permet à l'OGC Nice de confortablement conserver sa deuxième place au classement, qui nous évite une gueule de bois, en tout cas pas pour ces raisons-là. Pendant les fêtes, il fallait vite effacer le naufrage havré. Ça a été chose faite, 2 buts, clean sheet, la résurrection de Terem Moffi, et puis un match globalement plaisant, un stade pas plein, mais un bon 25 000 places quand même pour un mercredi en semaine avant Noël. Globalement, une bonne soirée, en tout cas j'espère que vous avez kiffé, parce que nous c'est le cas, et ça nous fait plaisir de terminer l'année, et puis de faire ce 25e numéro de la saison, avec deux piliers de notre communauté, de notre programme, des autres programmes de l'OGC Nice, naturellement, vous les connaissez. Alors à tout seigneur, tout honneur, c'est son grand retour dans l'émission, j'ai le plaisir d'accueillir Cédric, notre ami Badagous. Salut Cédric, comment ça va ? Bah écoute, bonjour messieurs, ça va très très bien, on finit l'année par une victoire, ça peut aller que bien, je suis bientôt en vacances pour à titre personnel, donc ça va très bien. Ouais, moi aussi je compte les jours là, hein, vivement vendredi soir, on y est presque, et comme je le disais, on part au moins sur une bonne note en tant que supporter de l'OGC Nice. Ça nous évite de nous étriper sur les réseaux sociaux, sur les forums, tout ça, en disant vous voyez 2 défaites d'affilée, on est sur le podium mais ça ne sert à rien. Ouais, j'allais pas revenir quand même pour une émission thérapie quand même. Non, c'est vrai. On va désormais, avant chaque match important, on va essayer de booker ta présence, comme ça on est sûr qu'on finira en Ligue des Champions en fin d'année. Il nous fait l'amitié d'être là également, c'est Pancho, l'animateur du club Pancho, forcément. Salut Pancho, comment vas-tu ? Et merci d'être là. Salut Sky, salut Bada. Écoutez, ravi d'être là, ravi de pouvoir parler de ce match. Un vrai bon match de foot, et puis ouais, les vacances approchant, dernier match 2023. Pas mal de choses à dire, donc ouais, ravi d'être là. Voilà, on va faire le bilan de ce vrai bon match de foot. Je vais reprendre ça parce que c'est le premier sujet qu'on va aborder dans cette émission, et après notre analyse du match, si on a encore un peu de temps, et de toute façon on va se l'accorder, on parlera un peu de cette demi-saison assez exceptionnelle qu'on a vécue tous ensemble, supporters niçois, et puis de la suite. On va se projeter doucement sur les premières semaines de 2024, et notamment forcément le mercato, surtout que notre président Jean-Pierre River en a un peu parlé avant la rencontre face à Lens, donc on va un peu rebondir sur ses déclarations, sur ce qu'on a pu lire dans la presse, et puis sur vos attentes tout simplement, messieurs. Mais avant d'arriver à 2024, terminons en beauté, comme le gym 2023, victoire de but à 0 face au Racing Club de Lens, un véritable match à 6 points, hein, on disait avant cette rencontre-là. C'est avec Lens qui est quand même bien revenu dans la course à l'Europe, qui se contentera d'une 7e place, et du coup qui reste à 9 points de l'OGC Nice. Donc c'était vraiment une bonne occasion à prendre au classement. Il y en a eu d'autres, hein, défaite de Lille, match nul de Marseille notamment. Donc l'OGC Nice fait petit à petit le trou sur ses poursuivants. On y reviendra encore une fois, mais vrai bon match de foot. Tout n'a pas été parfait, ce n'est certes pas la Ligue des Champions, en tout cas pas encore, mais on a assisté à un match plutôt plaisant dans le contenu. On ne s'est pas nécessairement ennuyé. Il y a eu de plus grosses purges, et notamment la semaine dernière, cette saison avec l'OGC Nice, et on peut même aller jusqu'à dire qu'on a eu une deuxième période où on a pris du plaisir, indépendamment des 2 buts de Terem Moffi. En tout cas, à titre personnel, vous allez me dire ce que vous en pensez. Je trouve que collectivement, sur les dernières sorties, à domicile surtout, forcément, on a l'impression que le gym progresse, tout simplement, qu'on voit davantage de choses, davantage d'actions construites, et ça fait plaisir à voir, surtout quand le résultat est au bout. Ouais, c'est ça. Moi, alors, je vais rebondir sur le mot progression, comme tu dis. C'est surtout le fait aussi cette saison, on a subi 2 défaites, et on a su réagir le match d'après instantanément. Donc déjà, ça c'est une bonne chose, je trouve, de pas tomber. Tu sais, quand t'arrives dans un record, on a parlé de nous énormément au niveau de la défense, les clean sheets, l'équipe invaincue. Voilà, on savait qu'on arrivait à un stade où le record allait forcément tomber. On allait surtout aussi voir si on allait être capable de subir ça et de se relever immédiatement après. Donc c'est chose faite, on l'a montré par 2 fois. Donc déjà ça, je trouve que c'est très bien, et voilà, hier comme vous l'avez dit, ouais, très 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 bon match. J'ai trouvé une très très bonne première mi-temps, une très bonne entame, même si encore une fois on a toujours ces soucis d'efficacité, hein, mais sur la première demi-heure, on a complètement étouffé Lens, qui était recroquevillé dans leurs 30 mètres, avec un pressing haut comme on a maintenant l'habitude, mais c'était vraiment vraiment efficace. Voilà, si on avait réussi à être un peu plus réaliste, je pense qu'on aurait plié le match beaucoup plus tôt, mais
on l'a fait avec la manière aussi en deuxième mi-temps. Comme d'habitude, et c'est sûrement le principal axe de progrès de l'OGC Nice en 2024, hein, essayer de se rendre les choses un peu plus faciles, quoi qu'on n'a pas trop eu le temps de douter de suer des fesses, hein, hier en marquant 2 buts en 2 minutes. Après, la fin de match a été relativement plus tranquille que certaines dernières sorties qu'on a pu connaître. Pancho, on disait un vrai bon match, globalement une prestation aboutie collectivement de la part de l'OGC Nice. Ça commence à se répéter, même s'il y a eu ces 2 trous d'air à l'extérieur, à domicile en tout cas. On gagnera peut-être pas tous les matchs 3-0, mais on a eu sur cette rencontre l'impression qu'on pouvait dominer globalement notre sujet de la première à la 90e minute, et que du coup le résultat était somme toute logique et conséquence de ces progrès dans le jeu. Complètement. Je pense que Bada parlait de progression. Là, hier, on a eu aussi une réaction par rapport au non-match de la semaine dernière. Des progrès aussi et un match très très accompli. Je pense qu'avec le match de Rennes, c'est sans doute l'un des matchs les plus plaisants qu'on ait eu à voir cette année. Une domination quasi constante. Cédric parlait de la première demi-heure qui est quasiment excellente, il manque juste ce but. Il y a eu 10 minutes ensuite de trou d'air, 5 minutes où on termine bien, au point réellement à la mi-temps, on doit mener au score. Et puis, comme ça arrive très souvent cette saison, avec le gym, c'est dans nos moments un peu, je vais pas dire faibles, mais dans les temps morts, où en fait on arrive à piquer, alors qu'on n'est pas forcément ultra à notre avantage. Je pense que vraiment Mofi marque sur... à une période du match où on se dit finalement c'est dommage, on a peut-être laissé passer notre chance, et finalement il plante 2 buts coup sur coup. Donc très content de la réaction, vraiment aussi beaucoup d'intensité, beaucoup de domination aussi dans les duels, et c'était le RC Lens en face quand même. Donc faut pas non plus le négliger, même si on y reviendra peut-être. J'ai pas trouvé que c'était le meilleur RC Lens possible. Mais une belle victoire, un clean sheet, et puis une mi-saison terminée à la 2e place. Enfin, honnêtement, qu'est-ce qu'on peut demander de mieux, quoi. Ouais, on aurait signé avec aussi 100 pour ça au mois d'août, hein, très clairement. Enfin, personne ne se projetait là-dessus, je pense. C'est ça. Ouais, je disais, rappelons qu'on avait, on avait 9 absents, comme l'a dit Farioli d'ailleurs, au coup d'envoi, 9 joueurs absents dans le groupe, c'est énorme, hein, quand même. Hein. Lens aussi en avait, mais il fallait quand même aussi prendre ça en compte. Et pas n'importe qui, hein, Youssouf, Kefren Turam, Jean-Claire Todibo, pour ne citer que, mais il y a quand même ta colonne vertébrale, et parmi tes meilleurs joueurs de cette demi-saison qui n'étaient pas là. Ça fait partie de la capacité de réaction qu'on attendait de la part de ce groupe. Et les absences, ça m'emmène tout naturellement vers le premier sujet que je souhaitais évoquer avec vous, messieurs, c'est la titularisation d'Antoine Mendy en défense centrale suite à la suspension de Jean-Claire Todibo. Alors on va pas se mentir, Antoine Mendy, déjà on l'a quand même très peu vu cette saison. Son poste auquel en tout cas nous, commun des mortels, on le connaît, c'est plutôt latéral droit, et c'est le poste auquel on a pu le voir ces dernières saisons apparaître dans le groupe pro et sur les pelouses de Ligue 1. La titularisation d'entrée en défense centrale, un poste qu'il connaît peut-être moins en tout cas ces dernières saisons. C'était pas forcément rassurant sur le papier. Force est de constater que même si tout n'a pas été bon, il s'en sort plutôt bien dans un match où il a pu être certes épaulé du reste de la défense, mais en tout cas où il nous épargne une énorme connerie. Bon, peut-être des petites fautes dangereuses qui ont mené à des coups francs lensois, bien entendu, mais ce n'est pas le seul. Voilà, on va balayer la composition d'équipe comme ça petit à petit et ligne par ligne, en commençant par Antoine Mendy. Pour vous, c'est sûr, rétrospectivement, ça s'est bien passé. On ne peut que valider le choix de Francesco Farioli. Mais il y a eu quand même un véritable choix. Notre entraîneur a choisi d'aligner ce jeune joueur titulaire. Donc déjà, c'est une belle prise de risque. Il a sûrement vu quelque chose dans sa capacité de jouer en défense centrale. Et puis, on y viendra après quand on parlera du milieu de terrain. Ça veut dire qu'il a quand même choisi de maintenir Pablo Rosario, qui... notamment cher à Pancho, n'a pas fait office de remplaçant en défense centrale cette fois-ci. Il a choisi de le maintenir en milieu de terrain. Comment est-ce que vous analysez ce choix tactique? Qu'est-ce que vous en avez pensé avant, pendant et après le match? Forcément, vraie surprise. Hein. On s'attendait plutôt peut-être à voir Rosario en défense et peut-être un Alexis Claude Maurice titulaire au milieu. C'était ce qui paraissait, on va dire, le plus logique en vue des absences.
Donc vraie surprise de voir le jeune Mendy titulaire, mais au final, même si on a forcément tous un peu eu une petite grimace quand on a vu la compo, mais je pense que dès le début du match, il s'est mis dans le tempo. Voilà, je pense que comme tu l'as dit, avec un mec comme Dante à côté, ça aide forcément énormément, mais il fallait se mettre de suite au diapason. Il l'a fait. C'était pas un match simple parce que dernier de l'année, tu sortais d'une défaite au Havre. Donc voilà, c'était pas simple pour lui. Je pense que Farioli lui a fait confiance et il y a bien rendu. Il a fait un match plus que correct. Voilà, quelques erreurs dues à la jeunesse, hein. Comme tu l'as dit, la faute à l'entrée de la surface qui amène le coup franc très dangereux. Mais sinon, mis à part ça, j'ai trouvé qu'il avait fait un match très très solide quand même, à un poste où on n'a pas l'habitude de le voir. Pancho, c'était propre comme performance pour un jeune joueur, on le rappelle, qu'on n'a pas vu très souvent cette saison. Je crois que tu me disais hors antenne qu'on l'avait vu 20 minutes en temps de jeu. J'ai vu passer ça, ouais. Voilà, sur le début de la saison. Un choix étonnant, mais un pari réussi au final. Ton avis sur la soirée d'Antoine Mendy, et même si on ne se projette pas encore tout à fait sur notre sujet mercato de fin d'émission, plus largement, en fait, quelle est la place de ce jeune joueur dans l'effectif, puisque sa première titularisation est réussie. On sait qu'à droite, on risque d'avoir besoin d'avoir quelqu'un en backup très rapidement. Voilà. Globalement, ton avis sur Antoine Mendy. Très surpris. J'ai apprécié la prise de risque de Farioli parce que c'est pas évident, dernier match à la maison contre un bel adversaire. Tu remplaces sans doute le meilleur joueur de ton effectif, au pied levé, jeune joueur qui n'a pas énormément d'expérience. Alors, vous avez parlé de matchs très solides. J'ai trouvé que c'était de mieux en mieux sur la rencontre, clairement. Sa deuxième mi-temps est bien meilleure que la première. La première, j'ai quand même en tête des relances un peu par moments hasardeuses, des erreurs aussi de placement qui auraient pu être fatales, notamment en première mi-temps. Je crois que c'est sur une frappe juste au-dessus de Saïd. Donc, il a eu, je pense, un peu de réussite aussi, mais il s'est mis au niveau. Et le choix aussi, Mendy, bon là, forcément, on a gagné, on est tous contents, mais bravo Farioli aussi, parce que derrière, il y a aussi une histoire de complémentarité par rapport aux deux profils. Mendy se rapproche beaucoup plus d'un Todibo que Pablo Rosario, finalement, par rapport à toute la dimension athlétique, physique aussi. Mais très intéressante comme prestation. Et puis pour après, je sais pas. Lorsque je pense à Mendy, je vois un peu ces joueurs très modernes qui peuvent autant dépanner à droite que dans l'axe. Alors, toute proportion gardée, tu vois, des Jules Koundé, par exemple, qui peuvent autant jouer dans l'axe qu'à droite. Est-il je vraiment... pensais que tu allais citer Laris Mabiala, mais après... terrible Laris. Mais aussi, n'oublions pas la légende. Pour moi, en fait, il est limité actuellement par quelque chose, c'est sa technique, en fait. C'est-à-dire que il est limité techniquement actuellement dans ses passes, dans ses contrôles. On sent que c'est vraiment son point de progrès. Et pour moi, c'est compliqué dans les deux cas, autant sur un côté que dans l'axe, de se dire allez, premier relanceur, Antoine Mendy. Voilà, ça me met pas très bien, mais ça reste un jeune joueur avec un gros potentiel. Est-ce que ce sera un backup vraiment, on va dire, indéboulonnable et qui compensera autant à droite que dans l'axe? Je ne sais pas. Je pense que c'est un peu risqué quand même. Messieurs, et notamment Pancho, tu disais ça a été de mieux en mieux en cours de partie. Je voudrais vous interroger sur quelque chose que j'ai vu du stade, où on voit forcément un peu moins bien qu'à la télé. J'ai l'impression que... Alors, je situerais ça aux alentours de la 40e minute, mais à la fois, vu que le chrono a été un peu parti avec de l'avance... suite au magnifique feu d'artifice que la Populaire Sud nous a offert pour Noël, et on les en remercie. Je situais vers la 40e minute le moment où j'ai l'impression qu'on a un peu changé de façon de jouer. On a un peu abandonné la possession au Lensois, et au final, il y a quasiment 60% de possession de balle pour Lens sur ce match, même si on n'en a pas franchement l'impression. Mais et on s'est mis à
à davantage défendre. Du coup, j'ai même vu des fois la ligne de 5 avec Pablo Rosario qui vraiment redescendait tel un troisième défenseur central apparaître sur les phases de possession lensoise. Et en fait, que ce soit sur cette fin de première période ou après dans le deuxième acte plus globalement, en fait, j'ai l'impression qu'on a demandé à la défense, et notamment à Antoine Mendy, davantage de défendre, de repousser les ballons, d'éloigner le danger, d'être dur sur l'homme, davantage que de construire et d'être à la première relance. Et comme tu le disais, Pancho, ça colle peut-être tout simplement mieux à ses qualités. Donc entre le soutien supplémentaire de Pablo Rosario et un registre qui lui est plus naturel, est-ce que ça expliquerait pas aussi la prise de confiance et les minutes qui s'accumulaient pour un jeune joueur qui manquait de compétition jusque-là, ça explique pas doucement la progression qui a fait que on reste plutôt sur une bonne impression de la prestation d'Antoine Mendy en fin de match en se disant il a quand même repoussé dans la dernière demi-heure beaucoup de ballons chauds et il s'est rarement fait dépasser. Oui, c'est assez juste et puis il est à côté de Dante quand même. Oui, ça a lancé la carrière de Malansar d'ailleurs quand même par exemple. Oui, et puis je veux dire c'est quand même un luxe d'avoir ce type de joueur à ses côtés. Maintenant effectivement, je suis assez d'accord avec ton analyse sur le fait que je nous ai trouvé beaucoup plus compacts que sur les dernières sorties. À la télé, on voyait vraiment la ligne de 5 et une ligne de 4 et c'était Guessant qui était seul devant. Donc effectivement, à un moment donné, peut-être effectivement en fin de première mi-temps, on a lâché un peu plus le ballon. On a bien défendu et par contre, à chaque fois qu'on récupérait un ballon, ça giclait devant à une vitesse folle. Et je trouve vraiment que pour le coup, ça va dans le sens du jeu et ça va dans le sens aussi des qualités de certains joueurs. Donc c'est plutôt, je pense, s'il y a une décision tactique derrière, elle est plutôt bien sentie. Et j'espère qu'on verra un peu plus de verticalité et de jeu direct parce que ça correspond aussi à certains profils de joueurs qu'on a. Cédric, avant de peut-être passer sur le milieu de terrain, parce que je sais qu'il va y avoir du débat dans ce registre-là, et il y a des choses à dire aussi. Peut-être un petit mot sur nos latéraux, parce qu'on a beaucoup parlé de la défense, mais pas des latéraux. Jordan Lotomba qui du coup a montré peut-être beaucoup d'activité, même si on souhaiterait encore retrouver le Jordan Lotomba de début 2023 peut-être. Et puis un Melvin Barr, je vais te laisser en parler puisque du coup j'ai entendu les mots que tu as prononcés hier en tribune et je suis content que tu viennes à la lumière avec nous. Ah non, mais il va aller à l'Euro, hein, qu'est-ce que je te dise. Je suis obligé de l'admettre. Franchement, combien de blessures il faudrait pour qu'il aille à l'Euro ? Il faudrait calculer ça. Je cherche nos auditeurs dans les calculer ça. C'est ça, on va faire la probabilité. Non, mais Barr, ça va être assez rapide, hein, fidèle à lui-même cette année. C'est assez fou de dire ça quand on sait d'où il vient, mais c'est un peu dur et j'aime pas utiliser ces mots-là, mais voilà, après cette saison, la saison dernière qui était très très compliquée, où il a pris des critiques, je pense, à juste titre, peut-être certaines un peu sévères, mais à juste titre parce qu'il était assez limité. Il n'est pas à ce niveau-là, en tout cas très clairement. Voilà, cette saison, il fait taire absolument tout le monde et de quelle façon, hein, honnêtement, sans être chauvin, parce que voilà, j'essaye d'être objectif le maximum, mais je sais pas si en Ligue 1 cette saison actuellement là sur les 18 premières journées, est-ce qu'il y a un latéral gauche qui a fait une saison plus régulière et aussi bonne que la sienne, une première partie de saison. Donc honnêtement, c'est totalement mérité, il le montre, il marche à la confiance, hein, ça se sent à 2000%, mais clairement, il prend le ballon sur son côté gauche, il fait des rushs dans l'axe, il monte le ballon, il joue numéro 10 bientôt, c'est assez impressionnant. Sur ce match-là, on l'a vu en plus. Alors, on sait que Francesco Farioli demande aux latéraux de rentrer davantage dans le jeu, de participer davantage dans cette espèce de rôle de faux numéro 10. Mais là, moi, il y a des moments, j'ai carrément cru voir Khéphren Thuram. Hein. Il prenait le ballon, il faisait ses grandes chevauchées. Bon, il allait comme Khéphren Thuram s'empaler sur la défense adverse au lieu de lâcher le ballon. Ça c'est autre chose. Mais en tout cas, j'ai vu remonter 80 mètres en courant tout vénère face à moi en dribblant les lanceurs. Je me suis dit, ah ouais, on a encore passé un stade supplémentaire. C'est dommage que l'année s'arrête là pour Melvin. Ah ouais, non, mais c'est ça, c'est vraiment bien ce qu'il fait. Hein. Voilà, comme je disais, je pense qu'il joue libéré, il a la confiance de Farioli et voilà, il lui rend bien. Donc c'est très bien. Voilà. Après pour parler rapidement de Lotomba et je laisserai la parole à Pancho, mais
Lotomba, voilà, c'est peut-être celui qui on parlait ce matin en off des joueurs qui ont beaucoup progressé sous Farioli et qui en avaient très peu qui avaient peut-être régressé. Je mettrais Lotomba peut-être dans la catégorie des joueurs qui ont un peu régressé. Alors je sais pas si c'est lié à lui, à la tactique, voilà, j'ai pas d'idée là-dessus, mais je trouve que Lotomba, voilà, a perdu un peu de sa superbe qu'on avait vue l'année dernière sur certains matchs. Là, il se satisfait j'ai envie de dire, du strict minimum. On le voit monter quelques fois, mais ça reste très très léger. On sait qu'il est capable de mieux. Voilà, à voir si c'est juste une mauvaise passade ou pas. Pancho, sur Jordan Lotomba notamment, est-ce que c'est tout simplement qu'il a été en sur-régime 6 mois cette année et aujourd'hui le niveau qu'il affiche est un peu plus conforme à ce qu'on a vu de lui les premières saisons de ses apparitions en rouge et noir, ou est-ce que on le sait, c'est pas aussi l'absence relative de concurrence, même si Pablo Rosario a bien dépanné à ce poste-là. Aujourd'hui, il est le seul véritable spécialiste du poste qui peut prétendre à une place de titulaire. Inconsciemment, on en avait parlé notamment pour Melvin Barr, qui aujourd'hui, avec la concurrence de Romain Perrault, je pense aussi, doit élever son niveau de jeu. Est-ce que pour Jordan Lotomba, ce n'est pas ça, même si voilà, entre ce que dit Cédric, est-ce qu'il se satisfait de là où il est aujourd'hui? Est-ce que c'est inconscient parce qu'il n'a plus la même pression? Est-ce que nerveusement, il n'arrive pas aussi au bout d'une année civile qui a été très chargée, très compliquée pour lui? Comment est-ce que tu analyses ça? Déjà, Bada disait il a été très bon sur certains matchs. C'est les termes qu'il a employés. Effectivement, sous Digard, il a été bon sur certains matchs. Et puis, il s'est blessé. Est-ce qu'il a été en sur-régime? Je ne pense pas, l'année dernière. Parce que l'équipe, c'était dans une période aussi où l'équipe tournait super bien. S'est-il mis au diapason? Sûrement, à ce moment-là. Mais pour moi, le Lotomba qu'on a vu hier soir, c'est le Lotomba qu'on voit depuis son arrivée à l'OGC Nice. Enfin, je veux dire, ça nous a marqué sous Digard parce qu'effectivement, il y avait des bons résultats, etc. Mais Lotomba, je vais peut-être être dur, mais c'est un joueur qui, à chaque fois qu'il a joué, c'est lorsqu'il n'avait pas de concurrence. Lorsque Attal a été à 100% depuis son arrivée à l'OGC Nice, Lotomba était décalé à gauche ou jouait doublure. Donc, et Attal à 100%, c'est pas arrivé très très souvent en plus. Hein. C'est ça. Donc quand je dis Attal 100%, je parle aussi, voilà, pas forcément Attal entre guillemets prime de la première saison, parce que je ne suis pas sûr que Lotomba était déjà arrivé à ce moment-là. Donc c'est dire. Il a jamais été ultra convaincant et ultra régulier. Et effectivement, je pense que le meilleur exemple que tu peux donner, c'est Melvin Barr, Romain Perrault. Quand tu vois le niveau de Melvin Barr, alors je pense qu'il y a énormément de travail aussi de sa part, physique aussi, parce que c'est une bête. Honnêtement, il est monstrueux. Tu vois le bienfait que ça a eu sur le joueur. Lotomba à côté, voilà, c'est tendre, voilà, ça fait des petites percées, mais ça crée pas de différence. Alors qu'il me semble que l'année dernière, il faisait partie des meilleurs dribbleurs du nombre de dribbles réussis de l'effectif. Donc c'était en même temps encourageant pour lui et un peu flippant dans le collectif. Mais on y viendra, je pense, sur le mercato. Il nous faut un latéral droit terrible, quoi. Il nous faut une... Ça fait combien d'années qu'on l'a dit cette phrase? On parlait de latéral gauche et en fait on l'avait déjà dans l'effectif. On a fini par trouver le latéral gauche, donc tout est possible. Mais bon, l'ailier droit par contre aussi, on en parlera sûrement. Ça c'est un dossier qu'on a ouvert depuis pas mal de saisons et qui malheureusement ils se succèdent tous à ce poste, mais il n'y reste jamais très longtemps. Je vous propose de passer au milieu de terrain. Alors ce qui est intéressant dans ce milieu de terrain, outre le choix de maintenir Pablo Rosario au poste de sentinelle malgré l'absence de Jean-Claire Todibo, mais ça on en a déjà un peu parlé, c'est surtout en fait l'absence peut-être des deux vedettes de ce milieu de terrain, des deux premiers joueurs qui généralement sont couchés sur la feuille de match, à savoir Youssouf et Kefren Turam. Donc avec Pablo Rosario, c'était Morgan Sanson et Hicham Boudaoui qui étaient associés. Bon, pas le même genre de surprise et de néophyte que Antoine Mendy, loin de là. On les a beaucoup vus cette saison et c'est des joueurs que globalement on apprécie et on adore, même pour certains. Maintenant, ce que j'ai trouvé intéressant, alors déjà moi très clairement c'est peut-être l'un des premiers matchs où j'ai été satisfait de nos trois milieux de terrain dans des registres très différents,
mais moi je n'aurais pas grand chose à redire sur on va dire sur leur rôle, leur complémentarité et leur activité. Peut-être quelque chose à dire sur un certain déchet technique, bien entendu. Mais voilà, moi j'ai trouvé que c'était vraiment un des milieux les plus cohérents et les plus conquérants que j'ai vu depuis le début de la saison. Donc j'en suis vraiment très content de savoir qu'on a cette possibilité-là, même quand tes deux vedettes ne sont pas là. Et je voudrais aussi juste signaler, avant de vous donner la parole sur le sujet, on a vu des matchs où, en l'absence peut-être de Kefren Turam ou d'un autre joueur, c'était Pablo Rosario qui était aligné en 8 notamment, voire même des fois comme le joueur le plus haut du milieu de terrain. On a vu sa sortie au Havre, où on l'a quasiment vu même numéro 10 en fin de rencontre. Là, il est revenu à un poste plus traditionnel, peut-être pour ce qu'on disait sur la défense à 5 et la titularisation de Antoine Mendy. Du coup, c'était Hicham Boudaoui qui s'est retrouvé, selon moi, pointe haute de ce milieu de terrain. Et en fait, j'ai trouvé que ça a vraiment donné un volume, une profondeur, une disponibilité à notre milieu de terrain qui quasiment inédite cette saison et qui nous a permis, entre autres choses, pour moi, de marcher en fait sur le milieu de terrain lensois. Et après, oui, le travail de l'ombre et la qualité technique de Morgan Sanson, l'abattage physique de Rosario. Enfin voilà. Ouais, clairement, le milieu dans sa complémentarité, comme tu as dit, a clairement fonctionné. Tu te retrouves avec trois animaux au milieu, hein, qui courent énormément, qui font un abattage énorme, hein. Voilà, Boudaoui, Sanson, Rosario, tu sais que tu peux aller à la guerre. Les plus feignants de l'effectif, c'est sûr, hein, très voilà, on va dire ça. Donc oui, clairement, j'ai trouvé, je parlerai. J'ai senti ta passe décisive tout à l'heure concernant le déchet technique, donc j'en parlerai sur la fin. Mais voilà, j'aimerais juste rapidement parler de Rosario qui est, voilà, on a pu le critiquer, pareil. Sur certains matchs, sur certaines passades un peu compliquées, mais voilà, c'est un joueur qui est quand même attachant. Tu as l'impression que tu peux le mettre partout. C'est un soldat, quoi. Je pense que Farioli l'apprécie énormément pour ça. C'est clairement un soldat. Il sera jamais. Il l'a dit dans son interview d'ailleurs, qui était très très sympa. Il fera jamais du Ben Arfa, hein, c'est évident, il le sait très bien, on le sait tous. Mais par contre, voilà, il va sortir du stade en lambeaux s'il faut, mais voilà, il laissera rien passer, quoi. Idem pour Sanson, que je trouve qui avait été un petit peu critiqué en début de saison sur le premier tiers, on va dire, où il avait des prestations un peu peut-être irrégulières. Je trouve que depuis 4-5 matchs, on va dire, c'est quand même beaucoup plus régulier. Il apporte vraiment quand même cette expérience, tout ce qu'on attendait de lui, je pense. Il l'apporte bien. Et voilà, après, si je devais voilà, mettre des notes aux 3, c'est à Boudaoui que je mettrais la moins bonne note, on va dire, dans le sens où voilà, j'ai trouvé beaucoup de déchets techniques, surtout en première mi-temps. Voilà, on parlait tout à l'heure de la bonne première demi-heure qu'on a faite. Je mettrais Boudaoui un peu à l'inverse de ça, dans le sens où je l'ai vu perdre pas mal de ballons, être un peu maladroit. Il s'est beaucoup mieux repris en deuxième mi-temps, mais voilà, c'est, on va dire, celui à qui je mettrais la moins bonne note des 3 si je devais mettre des notes à l'effectif. Pancho, sur ce milieu de terrain et peut-être sur Hicham Boudaoui, on l'a vu quand même plus haut sur le terrain, hein, mécaniquement. Il était à la pointe de ce milieu à 3, mais peut-être toujours pas encore assez tueur devant le but. Après, c'est un reproche que j'ai l'impression on fait absolument à tous nos joueurs. Peut-être Terem Moffi y échappera là quand même vu son doublé hier soir, mais on l'a vu toujours privilégier d'essayer le dribble de trop, la passe, plutôt que d'essayer de mettre une sacoche aux 20-25 mètres. Pourtant, il a mis 2 buts comme ça cette saison. Il a eu la possibilité hier, mais il s'est davantage illustré un peu dans le volume, dans l'organisation du jeu. Je ne sais pas ce que tu en as pensé. J'ai trouvé effectivement que c'était cohérent. Voilà, c'est clairement son point de progrès à Boudaoui, hein. Les 30 derniers mètres, comme beaucoup dans l'équipe, mais on sent que lui, vraiment, il lui manque peu de choses. Et puis hier, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi je l'ai trouvé trop altruiste par moment. Oui. Normalement il décale à Guessant et tu dois envoyer une. Ouais, on a tous pensé à cette action-là, la passe à Guessant alors qu'il il a 20 mètres, il a pas de défenseur devant lui, c'est vas-y allume la mèche. Je pense qu'il est pas forcément à l'aise dans ce registre-là aussi.
Mais s'il arrive justement à être un peu plus tueur dans le dernier tiers par la passe ou par le tir, ça peut faire mal. Mais globalement, on va dire sur le milieu de terrain, il a été bon, mais énormément de déchets dans le dernier geste, ce qui écorche un peu peut-être sa prestation. Mais voilà, il y a un gros point de progrès sur ce secteur de jeu-là. Est-ce qu'il va y arriver ou pas? Est-ce qu'il va arriver à step up? Si step up, il joue plus à l'OGC Nice de toute manière. Oui. Mais très on a l'impression que ça fait un moment quand même qu'on espère le step up de Boudaoui quand même. Voilà, c'est pas du tout un reproche, hein. Peut-être qu'il est à son max et attention, encore une fois, comme tu l'as dit, si peut-être il step up, il est plus à Nice parce que c'est quand même un bon joueur, il court énormément. Il y a eu, on a enchaîné les entraîneurs à Nice et il a joué avec tous les entraîneurs. Donc oui, mais j'ai l'impression qu'on attend toujours un peu cette petite étincelle qui va le faire basculer du bon côté et qui arrive. Après, c'est un joueur qui est, et je dis pas ça pour sa nouvelle coiffure, hein, mais bon, c'est un joueur qui est surtout absolument anti-sexy en fait, quoi. C'est pas le genre de joueur vidéo YouTube, c'est pas le genre de joueur à stats non plus et tout, donc. Enfin, je pense que c'est un mec qui aura une meilleure carrière qu'un Willan Cyprien au final, surtout vu la dégringolade de la carrière de Cyprien ou même de Mika Seri. Par contre, en fait, peut-être que son prime ne sera jamais celui de Cyprien ou de Seri. Je le souhaite, hein, naturellement. Oui. Il aura une carrière plus longiligne, mais moins il sera peut-être à un 7 sur 10 de moyenne toute sa carrière. Mais en fait, vu qu'il te fera pas les 3 matchs de la saison où il est à 9 sur 10, eh ben, bon élève, mais il passera sous les radars. C'est bon élève mais peut mieux faire. Ouais, voilà, il aura éternellement les encouragements et voilà. C'est ça. Mais en même temps, il touchera jamais les félicitations comme ont pu les avoir Cyprien et Seri, mais voilà, il aura les encouragements toute sa vie. Il jamais de blâme disciplinaire, quoi. C'est ça. Au-delà de la comparaison scolaire, et vous en excuserez, je sais, notamment pour ceux qui nous écoutent et qui sont bientôt en vacances ou qui viennent de passer leur conseil de classe. Mais voilà, enfin, Boudaoui, on sait que peut-être contrairement à un Lotomba dont on parlait tout à l'heure, où on sent qu'il y a vraiment des matchs où on sait qu'il y a un joueur qui pourrait être meilleur que lui et le remplacer. En fait, Boudaoui, on a essayé, tous les entraîneurs ont essayé de le remplacer, et il revient toujours dans le 11 titulaire, et de toute façon, les stats parlent pour lui. L'OGC Nice prend beaucoup plus de points quand il est là. Au bout d'un moment, ça peut pas être une coïncidence. Non, c'est évident et c'est vrai que ça fait un certain temps qu'on attend le step-up du joueur. Maintenant, lorsqu'on met un peu en perspective son passage à l'OGC Nice, numéro 8, numéro 6, milieu droit, Galtier, Favre, Vieira, Digard, je veux dire, c'est valable aussi pour d'autres joueurs. Mais le numéro 9 non, mais je veux dire, il est pas aussi aidé par rapport à son utilisation sur le terrain. Et tu disais que c'était pas un joueur qui était ultra sexy. Par contre, il a un QI foot qui est pour moi au-dessus de la moyenne par rapport à notre milieu de terrain et même aux joueurs qu'on a. C'est-à-dire que dans son placement, dans son positionnement, etc., il fait des choses qu'on voit pas forcément, qui sont pas flashy, mais qui pour moi sont... Il y a très peu de joueurs actuellement dans notre effectif qui le font aussi bien que Boudaoui. Et c'est un joueur qui est assez clivant, je trouve, parce que on se dit oui, bon, il est frêle, c'est un jeune potentiel qui va jamais éclore, mais moi j'ai plus l'impression que justement il lui manque peu de choses pour devenir vraiment un top player et aller au-dessus même d'un Mika Seri, vous compariez, ou un Willan Cyprien. Bon, pour Cyprien, c'est peut-être pas très très compliqué non plus, mais... Ouais, aujourd'hui, en tout cas, ça ne l'est pas. Le Cyprien 2016-2017, on n'aura peut-être pas tout de suite un joueur au milieu de terrain qui sera aussi étincelant. Je rappelle, Hicham Boudaoui qui vient seulement de fêter ses 24 ans, alors c'est plus un jeune joueur, effectivement, mais enfin bon... il a que 24 ans. J'allais te demander, justement. Tu vois, pour un milieu de terrain, en fait, il n'a jamais que 24 ans, il a encore son prime à atteindre probablement dans les 3-4 prochaines années, il a encore au moins 10 ans de carrière, hein, surtout que bon, vu l'hygiène de vie du garçon et que c'est un marathonien, je pense qu'il peut jouer tant qu'il en a envie, en réalité. Oui. Et puis quand il prendra sa retraite, comme tu dis, il fera des marathons, quoi. Oui, voilà. Pour s'amuser. Pour le délire. Ouais, le parce mec. qu'il n'y a plus de match le week-end. Non, mais c'est indécent, hein. Un mec qui court autant, c'est bien, mais bon, c'est
on peut pas le critiquer de toute façon, Boudaoui, j'ai envie de dire. C'est voilà, on est obligé de trouver un peu des choses à dire, des fois qui sont moins bonnes que d'autres, mais il est difficilement critiquable, un mec qui se donne autant, qui est irréprochable, qui court autant, comme vous l'avez dit tous les deux, voilà, c'est difficilement critiquable en étant vraiment sévère, quoi. Un très bon joueur de club, et si jamais un jour on trouve et on arrive à attirer un meilleur joueur que lui, bah c'est que l'OGC Nice aussi aura franchi le cap qu'on attend depuis, Voilà, des le années. step Mais up. bon, c'est peut-être pas pour tout de suite, on en reparlera, promis, avec notre bilan de la demi-saison et nos ambitions pour le mercato à venir. Je voudrais, pour qu'on termine sur ce match, qu'on parle un peu de l'attaque, forcément. Et je voulais commencer par parler un peu de Jérémy Boga. Donc Jérémy Boga, c'est un joueur sur lequel on s'est pas mal interrogé lorsqu'il est arrivé cet été, parce que c'est la seule véritable grosse dépense, hein, avec 18 millions d'euros, quasiment tout notre budget mercato qui est parti là-dedans, après des étés à l'évoquer à Nice sans que ça ne se concrétise. Ça s'est fait cette année. Il est arrivé, on sait que Francesco Farioli le connaissait de Sassuolo notamment. Au début, un peu de mal à se faire une place dans le 11, notamment avec la concurrence de Sofiane Diop, une blessure qui arrive très tôt dans la saison. Et puis, bon, le but au Louis II qui le lie à jamais à l'histoire de l'OGC Nice, mais surtout, peut-être sur les 2 derniers mois, on a senti qu'en fait, dans une attaque qui est vraiment atone depuis le début de la saison, et on sait que c'est la principale attente pour 2024, c'est de débloquer un peu les compteurs buts. En fait, ça s'est révélé être vraiment le dynamiteur systématiquement. Ça s'est transformé en stats, hein, des buts, des passes décisives, et notamment celle pour Evan Guessant contre Marseille, et une hier magnifique qui sert Terem Moffi en pantoufle, qui n'a plus qu'à pousser le ballon de la tête dans le but. Est-ce que finalement, je vais poser la question de manière un petit peu provocatrice, hein, mais est-ce que Jérémy Boga, c'est pas véritablement lui aujourd'hui le patron de l'attaque de l'OGC Nice, et entre guillemets la seule valeur sûre que l'on peut sur laquelle on peut capitaliser sur cette demi-saison? Ah, tu veux du sang, toi, je sens. Ah oui, direct. le sang et les larmes. Moi, ça me La question. La question est folle. Après, c'est compliqué parce que. Ah, tu vois, la question est folle, mais tu hésites Ouais, quand ouais. même. Hein, donc, C'est un nom. J'hésite. C'est un nom. J'hésite à sortir le lance-flamme direct ou pas, tu vois. tu sais comment je suis. Non, mais après, on sait qu'on a un peu ces soucis d'efficacité offensive, tout ça. Donc, il y a cette complémentarité entre les trois qu'on aligne généralement devant, mais voilà, Boga, on a cette interrogation et ce sentiment aussi par son profil, parce que voilà, c'est celui qui apporte cette vitesse, ces dribbles, ce punch, chose c'est le seul à apporter ça actuellement offensivement. Donc forcément, on a tendance à en attendre beaucoup plus de lui et peut-être se reposer un peu plus sur lui. Mais maintenant, voilà, pour moi, il est précieux de la même façon que peut être un Moffi ou un Guessant quand ils sont alignés, ou un Laborde, même un Laborde très maladroit et qu'on a pu aussi critiquer cette saison par son manque de stats. Mais voilà, un Laborde, je pense, apporte énormément aussi à l'effectif, enfin au collectif, de par son repli défensif, ce qu'il peut apporter, le fait de dézoner, tout ça. Et Boga pour moi apporte quelque chose de différent. Mais par contre, là où, sans dire qu'il est le meneur de l'attaque actuelle, je vais dire quand même par contre que si demain il n'est pas là, notre attaque aura beaucoup moins de gueule quand même. Au hasard pendant la Coupe d'Afrique des Nations, à la reprise de la. Vraiment, on lui souhaite d'aller en sélection, vraiment. On n'est pas de ce genre-là, mais bon. Ouais, mais s'ils se font éliminer en poule, c'est bien, quoi. Très clairement. Voilà. Il va nous manquer ces 3 buts et 2 passes décisives, hein, du coup, en 15 matchs pour Jérémy Boga depuis son arrivée à l'OGC Nice. Pancho, avant que tu sortes le lance-flamme, parce que je sens qu'il est en train de charger sur un port USB pas très loin de ton micro, si je reformule ma question provocatrice d'une manière un peu plus subtile, en disant, est-ce que pour toi, et pour vous, hein, chers auditeurs et auditrices, est-ce que vous ne pensez pas que Jérémy Boga, c'est peut-être celui qui est le plus avancé dans l'acquisition des principes du fariolisme, et dans en fait les attentes que Francesco Farioli peut avoir pour ses joueurs, pour son identité de jeu, pour ses joueurs offensifs? Bah écoute, concernant Boga, je ne sais pas si c'est l'élément déterminant de notre attaque.
Une chose est sûre, c'est que de par son profil virevoltant, qui rapporte beaucoup de percussion et de la vitesse, il y a une forme de dépendance qui se crée parce que c'est le seul dans l'effectif offensivement qui est capable de faire ça. Mofi ne peut pas le faire, Guessant peut éventuellement le faire lorsqu'il est situé sur un côté. Donc par rapport à son profil, il en devient très très important. Maintenant, le problème semble quand même beaucoup plus global, c'est collectif. On a marqué combien ? 19 buts ? T'as tout cassé, quelque chose comme ça, j'ai pas les chiffres sous les yeux. Je crois que c'est ça. 19 marqués, 9 encaissés, je crois. Voilà, 19 marqués, 9 encaissés, on est en moyenne à un but par match. C'est peu, ça ne nous empêche pas d'être second de Ligue 1, mais offensivement, c'est clair que voilà, il faut peut-être voilà, un peu mieux. Mais il y a eu quand même des éléments quand même sur le match qui me laissent croire que peut-être Farioli va se remettre en question. C'est le cas, j'ai rien à lui apprendre, mais peut-être revoir un peu sa copie sur ce qui fonctionne et ce sur quoi les joueurs qu'il a à sa disposition peuvent performer. Et voilà, tout l'aspect, on va dire, transition rapide, contre-attaque, récupération haute, etc., avec les joueurs qu'on a, et notamment Boga, mais ça marche, ça peut marcher du tonnerre. On l'a vu sur le deuxième but hier soir à l'Alliance, du coup, rapidement trouvé en profondeur, et après, la magie a opéré. Ouais, c'est ça, complètement. Et puis, on sait que Boga, c'est pas non plus un joueur qui state énormément. Donc là aussi, il a combien ? Il a déjà 3 buts de passe décisive déjà. 3 buts de passe. Honnêtement, sur une demi-saison, pour un joueur comme ça qui n'était pas allé au-delà de. En Italie, c'était quoi ? C'était 7 buts, 8 passes, quelque chose comme ça. Sur sa grosse saison, en plus, il en a eu qu'une, on va dire vraiment. Ouais, donc tu vois, c'est même pas, il est même pas sur un double-double, donc c'est déjà très bien en Serie A, mais c'est pas non plus exceptionnel. Non, honnêtement, il est très intéressant. Il y a eu quand même énormément de doutes par rapport au fait que en l'espace de 1 an, on récupère 2 joueurs pour la modique somme de 40 millions d'euros qui jouent au même poste. Bon, il se trouve que l'un étant blessé, on se pose moins la question de ce move, mais clairement, ouais, il manque son équivalent en fait à droite. Après, on peut même remonter de quelques temps et prendre Claude Maurice dans l'équation, on coûtait 15 millions aussi pour jouer sur l'aile gauche à l'époque. On a quand même mis 55 patates sur ce poste-là. On est content que Jérémy Boga soit arrivé. Non, mais il y a une question aussi qui va quand même se poser aussi, c'est le fait de comment il va revenir de la CAN. Voilà, il va aller jouer sous une trentaine de degrés alors qu'ici il fait 0. Voilà, il y a tout ça à prendre en compte aussi. On sait que physiquement, on a mis un peu de temps à le retaper. Il a mis du temps à être à 100%. On espère que il va revenir. Il va revenir en bonne forme, en tout cas. J'espère. Ouais, la CAN qui va être un peu la grande interrogation de notre dernière partie aussi d'émission sur le mercato et ce qu'on peut attendre de la deuxième partie de saison de la part de l'OGC Nice. Je voudrais juste terminer sur le principal artisan de la victoire, mine de rien, Terem Moffi, auteur d'un doublé express en 2 minutes, d'abord sur penalty, un penalty trouvé par Evan Guessant, transformé tout en maîtrise, on n'a presque pas tremblé, et puis un deuxième but suite au fameux festival de Jérémy Boga dont on parlait. Il fallait être là, et il fallait gagner son duel de la tête, bien entendu. Après voilà, c'est plus près à 1 mètre des buts, plus facile à 1 mètre des buts qu'à 20, sauf si vous vous appelez Pierre Lesmelou, bien évidemment. Obligé. Et c'est avec beaucoup d'amour pour PLM que je dis ça, je réponds même pas. C'est dur. Pour vous, alors, est-ce que Terem Moffi, on a dit, et on le lisait dans la presse, et notamment dans l'équipe aujourd'hui, avec 6 buts, ça fait de lui le meilleur buteur de l'OGC Nice, donc rien à dire là-dessus. Maintenant, est-ce que ça correspond vraiment aux attentes, ce qu'on pouvait avoir sur lui par sa première demi-saison à l'OGC Nice, son historique à Lorient, le coût de son transfert, mine de rien, même si ce n'est pas de sa responsabilité, mais de celle de Loïc Ferry. Tout simplement, est-ce que pour vous êtes satisfait de cette demi-saison de Terem Moffi ? Est-ce que pour vous, hier, ce doublé sonne un peu comme une résurrection après des longues semaines avec des prestations plus difficile pour lui? Est-ce que pour vous il a bénéficié aussi du timing parfait, parce que quand tu rentres et qu'on t'offre un penalty, bon, faut-il encore le réussir, j'en suis bien conscient, mais ça te met quand même tout de suite en confiance une fois que la balle est au fond, voilà, globalement, et ça nous emmènera petit à petit sur le bilan de la demi-saison.
qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation de Terem Moffi hier, double buteur, et de comment ça s'inscrit dans sa demi-saison qui au final aura surtout été marquée par ce doublé et par celui au Parc? Je pense qu'à l'image du but de Laborde contre Reims, ça lui fait du bien, tout simplement. Je pense à Moffi. On sait qu'on a tendance à critiquer notre attaque à juste titre, mais voilà, je pense que ces deux bons joueurs et des joueurs, voilà, comme je disais tout à l'heure, un peu à l'image de Boudaoui, que tu as du mal à critiquer parce que tu sais qu'ils vont quand même se donner et tout faire pour le collectif. Donc, je pense que c'est bien pour eux aussi de marquer, de soigner un peu les stats. Au final, statistiquement parlant, tu le disais, je pense que but, passe décisive comprise, je crois que c'est 6 buts, 3 passes D peut-être, Moffi, un truc comme ça. Ça le fait être décisif quasiment une fois tous les 2 matchs, quoi. Donc difficile quand même de trouver quelque chose à dire là-dessus, dans une attaque où t'as mis que 19 buts, comme disait Pancho tout à l'heure. Maintenant, c'est plus dans le jeu où Moffi, on va dire, est un petit peu critiquable dans le sens où voilà, on le voit avoir beaucoup de déchets quand il est dos au but, plaqué un peu contre le défenseur central, où on attend de lui qui joue ce rôle de pivot. Ce qui est bizarre, c'est que je le trouvais meilleur sur ce point-là l'année dernière, de faire beaucoup plus de différence, être capable de conserver le ballon plus facilement. Cette année, je le trouve vraiment en difficulté là-dessus. Alors, est-ce que les défenseurs travaillent ça et le mettent en difficulté, ou est-ce que c'est lui qui a une petite baisse de régime? Je sais pas. Oui, ouais, c'est compliqué, je trouve, quand même. Alors effectivement, il rentre, premier ballon, il tire le penalty, deuxième ballon, il met son deuxième but. En fait, c'est difficile de juger son match finalement, parce qu'il rentre à la combien 60. Il a failli donner une passe D à Guessant aussi. Hein. Oui, 75e minute, il rentre dans ces eaux-là. Il joue en réalité une vingtaine de minutes, il met 2 buts, et une fois qu'il a mis son doublé, le match est quasiment terminé, hein, même si il y a eu encore un peu quelques occasions, que ce soit du côté lensois ou celle de Guessant en fin de match, mais bon, c'est sûr que la lecture est forcément biaisée, et tant mieux d'un côté, on préfère qu'il ait mis ce doublé plutôt qu'il ait fait un excellent match dans le contenu. Non, mais totalement, et puis c'est toujours rassurant de voir son numéro 9 qui marque, peu importe effectivement le contexte et le nombre de minutes jouées. C'est vrai, vous me faites rappeler cette occasion de Guessant en fin de match, c'est Moffi qui lui donne le ballon, bien vu. Maintenant, sur le match d'hier, ce qu'a fait Guessant pour moi sur le match, et surtout dos au jeu, Moffi devrait être capable de le faire. Et Guessant est intéressant lorsqu'il peut jouer en remise, lorsqu'il joue de son corps, lorsqu'il a cette petite... cette qualité technique aussi pour contrôler, rejouer sur le côté opposé. Moffi, c'est compliqué. Et je pense que le style aussi Farioli est moins dans l'ADN aussi du joueur. Pourquoi ça a bien fonctionné sous Digard ? Parce que Digard, il y avait beaucoup plus cette connotation, je pense, transition rapide, intensité, contre-attaque, prise de profondeur. Là, on est beaucoup plus sur un jeu de possession, et j'y reviens, mais hier, on a vu peut-être moins le fariolisme qu'on a vu depuis ce début de saison. Alors, bon, Moffi a marqué, je pense que c'est une coïncidence, mais quand même, moi j'attends quand même beaucoup plus de Moffi. Je le dis, j'ai du mal avec le joueur. J'ai du mal parce que pour un numéro 9, ton numéro 9, c'est insuffisant dans le jeu. Il fera sans doute ses stats, hein, il mettra sa douzaine, peut-être sa quinzaine de buts, mais c'est pas suffisant. Voilà, c'est pas suffisant par rapport à ce qu'on attend. Oui, je pense que c'est à peu près tout. Mais voilà, j'ai été content aussi de voir Evan Guessant à ce niveau-là hier soir. Est-ce que moi j'ai une question à vous poser du coup, mais est-ce que sur les 6 premiers mois de championnat là, est-ce que vous mettriez Moffi devant Laborde, on va dire, dans tout ce qui est compris, statistiques, jeu, apport collectif, tout, entre les deux, qui a été le meilleur des deux, on va dire? Apport collectif, non, forcément, pour toutes les raisons que Pancho a dites. Après, Moffi a été meilleur, il t'a rapporté directement plus de points, il a davantage staté ce que t'attends d'un joueur offensif. Après,
la question, et c'est toujours le même sujet que j'aborde, hein, c'est est-ce qu'il n'a pas aussi été mis malgré tout dans des meilleures dispositions en ayant quand même davantage de temps de jeu en pointe. Voilà, c'est la question qui se pose. Maintenant, je pense qu'en fait, on doit être capable de trouver une solution pour jouer avec les deux, tout simplement, ou alors l'un des deux, et vraisemblablement ce sera Gaëtan Laborde, devra partir en fin de saison parce que ça ne sert à rien d'avoir deux joueurs de ce calibre-là si tu en sacrifies un, tout simplement. Si t'es quand même amené sur les dernières rencontres à mettre ton numéro 9 recruté en grande pompe il y a moins d'1 an sur le côté droit. Ouais. Enfin, pour moi, c'est quand même un désaveu énorme sur le style de l'entraîneur, le recrutement qui a été fait, et sur le fait que ça fonctionne pas. Voilà, on cherche encore. De toute façon, avec Terem Moffi, il y a un péché originel, hein, si je peux me permettre, c'est qu'en fait, tu le recrutes pour une somme qui est démesurée, mais bon, ça, passons, le débat a déjà été fait. 6 mois avant de changer d'entraîneur et d'identité de jeu. Donc en fait, tu te dis, t'as fait le plus gros transfert de l'histoire de ton club. Je vais pas dire qu'à chaque fois tu dois concerner l'entraîneur, mais normalement tu recrutes quand même des joueurs. En tout cas, si c'est pas pour un entraîneur, c'est pour un projet de jeu et un projet sportif. Et en fait là, t'as balancé 30 millions sur ce joueur-là pour au final ne pas faire ton équipe autour de lui. Alors pour le meilleur et pour le pire, hein, je dis pas que je voudrais qu'on fasse l'équipe autour de Moffi nécessairement, mais normalement quand tu fais ce type de transfert-là, derrière tu te poses la question de comment il va jouer dans l'équipe, et en fait en prenant Francesco Farioli, te dis ah ouais, on a recruté ce gars-là il y a 6 mois, mais c'est pas grave, il va s'adapter à notre nouvel entraîneur. Moi je trouve que c'est un petit manque de vision globale. Après, le fait est que Moffi a mis 6 buts et que l'OGC Nice est 2e du championnat, du coup on ne peut rien dire là-dessus naturellement. Non, mais le truc, c'est que sûrement, je pense que quand tu achètes Moffi, tu sais pas en fait que Farioli sera ton entraîneur, tout simplement. Oui, je pense. Hein. C'est-à-dire que tu mets 30 millions sur un joueur qui joue dans un style de jeu sachant que tu vas changer d'entraîneur, ouais. Quand même, sans avoir une idée de comment tu vas jouer la saison prochaine. C'est ça que je trouve hasardeux. Après, le mariage se fait très bien. Tu étais 2e du championnat et Moffi a fait 6 buts et 2 passes décisives. Mais parce que... je laisse la parole à Pancho après, j'entendais qu'il voulait parler, désolé. Mais parce que je pense aussi que tu as la chance d'avoir un mec comme Moffi qui est pas un râleur, qui est pas une tête de con, si je peux dire ça comme ça, et la chance aussi d'avoir un Farioli qui essaye de faire le maximum pour mettre les joueurs dans les meilleures conditions possibles. Encore une fois, je dis pas qu'il doit, comme tu l'as dit, il fait pas l'équipe autour de Moffi, autour de Laborde ou quoi que ce soit. Il fait l'équipe la meilleure possible selon lui. Donc heureusement que on a deux joueurs quand même, enfin un joueur et un entraîneur comme ça. Parce que si t'en avais un des deux qui était borné et têtu, tu courrais à la catastrophe, je pense. Au hasard, tu tombes sur Lucien Favre et Andy Delors, ça se passe pas tout à fait de la même voilà, par exemple. Non, mais je vais paraphraser aussi Romain. Hein. Cette équipe, en fait, elle était faite pour Régis Lebris. Oui. Dans l'esprit. Et on est bien content, effectivement. On est bien content qu'ils sont restés à Lorient aujourd'hui. Mais à la base, je pense que l'idée numéro 1 de Ghisolfi, c'était d'installer Lebris. Moi, ça me soulève d'autres problèmes, personnellement, mais bon. Disons que le hasard a bien fait les choses. Hein, mais... Tout à fait. Mais c'est juste que, effectivement, on peut pointer, on l'a déjà dit, hein, ce manque d'anticipation par rapport à ça. Mais aujourd'hui, il est joueur de l'OGC Nice. Ça fait moins d'1 an qu'il est là. C'est encore un jeune joueur. Hein, on va revenir à peu près au même discours par rapport à Boudaoui. On a besoin qu'il se développe. On a besoin qu'il progresse. Je pense quand même, il y a quand même une petite partie de moi qui me dit que dans tous les cas, même si ça ne fonctionne pas chez nous, il y a bien une écurie anglaise qui posera un 20-25 millions sur Moffi, tu vois. Oui. Parce qu'il a un profil vraiment PL ou Championship, hein, mais il a vraiment, c'est le joueur un peu méta, quoi. C'est le joueur qui va vite, qui tape fort, qui est techniquement, on va dire, pas exceptionnel, mais il y aura toujours une équipe, je pense, qui ira le récupérer, tu vois, un Burnley ou un truc comme ça, les 25 passes à mieux que ça, quand même. Oui, mais quand même, ouais. dans l'esprit où ça se passe on l'envoie la mort directement, quoi. Burnley, le gars, il a dit. Hein. Il va finir à Hull City avec Mika Seri, quoi.
Dans le pire des cas. Après, ça peut être genre, j'en sais rien, ça peut être un United, ça peut être un Liverpool, on n'en sait rien. Mais dans le pire des cas, on trouvera toujours preneur, je pense, pour Mofi. Ouais, mais après, là où j'ai un peu plus de doutes, quand tu disais, Pancho, qu'il pouvait progresser, évidemment, c'est un jeune joueur, il a du potentiel, on le voit qu'il est capable de mieux. Mais ce qui est fâcheux, c'est que c'est techniquement où il est très très limité quand même. Je veux dire, ça c'est des choses que à 24 ans on t'apprend plus normalement. Je veux dire, tu peux travailler tactiquement, tu peux travailler sur plein d'aspects de ton jeu. Je veux dire, je m'égare un petit peu, mais la dernière fois j'ai vu encore un truc sur Thierry Henry qui parlait de l'époque où il arrive au Barça avec Guardiola. Pourtant il venait d'Arsenal où il avait tout gagné, saison exceptionnelle et etc. Et il a dit qu'il avait réappris le foot à ce moment-là, quoi. Je veux dire, voilà, tu peux apprendre à tout âge des aspects du football, mais techniquement, quand même, ça me paraît compliqué de progresser sur les axes où Mofi a besoin de progresser quand même. Messieurs, je vous propose de basculer sur la toute dernière partie de notre émission. On a pris le temps de décortiquer ce match, mais bon, ça fera une émission long forme. C'est pas grave, je pense qu'il y avait quand même beaucoup de choses à dire sur ce match. C'était le retour, c'est pour ça. Très plaisant, et en plus de ça, bon, voilà, il n'y a pas n'importe qui dans l'émission, on était obligé de t'accorder une place importante. Mais pour revenir rapidement sur cette demi-saison, et je pense qu'on a un peu dit tout ce qu'il y avait à dire tout au long de nos différentes émissions depuis 6 mois, mais votre sentiment par rapport à cette demi-saison, et surtout quelle ambition on peut légitimement nourrir sur la deuxième partie de saison, et qu'est-ce qu'on attend d'un mercato où a priori, d'après le président River, on espère entre 1 ou 2 joueurs. Nice Matin, il y a quelques jours, épluché les profils, en tout cas les postes envisagés, notamment un attaquant polyvalent qui, on l'espère, arrivera vite, puisque c'est vraiment ce secteur de jeu-là qui risque de se dépeupler avec la CAN, mais également un défenseur central, à voir ce qu'il en est après la performance de Antoine Mendy, et un latéral droit avec un probable départ de Youssef Attal, qui fait que, on le disait, Jordan Lotomba se retrouverait seul véritable spécialiste du poste confirmé en position d'être titulaire. Voilà, d'aucuns parlent aussi peut-être un peu de départ ou d'un milieu de terrain un peu plus joueur à voir. Vous, globalement, en partant de le bilan de cette demi-saison, qu'est-ce qu'on peut attendre et par quelle recrue ça passe au mercato? Pour moi, 3 recrues. C'est-à-dire, bon, là, on les a cités, mais tu les auras pas, mais vas-y. Latéral droit, oui, voilà, c'est ça. J'essaie de passer commande au Père Noël, on sait jamais. Ouais. Oui, voilà. Mais un latéral droit, défenseur central et un offensif polyvalent, voilà, ça me paraît absolument logique. Mais encore une fois, voilà, on l'a bien dit, on les aura sûrement pas les 3. Surtout qu'on parle de une ou 2 recrues, je veux dire, il va forcément y avoir un manque quelque part. Je veux dire, on l'a vu hier, Antoine Mendy ne pourra pas dépanner et être. Tu peux pas te permettre d'envoyer Antoine Mendy au feu comme ça quand il va manquer un Dante, un Todibo. Je veux dire, on rappelle que Dante, malgré son hygiène de vie exceptionnelle et ses prestations exceptionnelles, il a 40 ans. Tu n'as aucun remplaçant à Dante, donc voilà. Faire tout le reste de la saison en sachant que t'es deuxième, j'ai pas envie de revivre un Obadis Rarfi 2.0. Ouais, l'hiver 2017 résonne très très fort dans nos têtes. Voilà, je veux dire, t'es deuxième, il faut frapper un peu, il faut frapper un coup et essayer de tenir la cadence. Donc pour moi, ça passe par voilà, ces 3 recrues là, en priorité un offensif, un latéral droit, obligatoirement. Pancho, du mercato à nos ambitions, Cédric le rappelait, on est deuxième aujourd'hui. Bon, certes, il y a la CAN qui va faire peut-être qu'on risque de perdre des points, mais ça concerne aussi toutes les autres équipes de Ligue 1 et même la Coupe d'Asie pour certaines, qui aura lieu à peu près au même moment. Mais tout simplement, la question, c'est aujourd'hui, pour toi, l'OGC Nice est deuxième. Qu'est-ce qu'on peut espérer au mois de mai? Et bien entendu, comme le disait Cédric par rapport à sa liste au Père Noël au GC Nice. Qu'est-ce que toi tu en penses, les postes qui seraient idéalement à renforcer, sachant qu'on en est bien conscient, Jean-Pierre River l'a rappelé, le mercato d'hiver c'est un mercato d'ajustement, tu n'as pas tous les profils qui sont disponibles sur le marché, on l'a vu l'hiver dernier,
Sachant que l'hiver dernier, en plus de ça, on avait beaucoup d'argent à mettre, près de 45 millions investis. C'est pas sûr qu'on ait l'enveloppe similaire cette année. Nice Matin en parlait aussi. Au club, on ne sait pas toujours vraiment si on va avoir une petite rallonge de la part de notre propriétaire. On va pas revenir, on n'en parle pas ces derniers mois du feuilleton rachat de Manchester United, parce qu'en fait, j'ai l'impression que dès qu'il y a une information sur Ineos, il y a la même sur le Qatar derrière. Donc, on verra bien. Mais en attendant, pour toi, qu'est-ce que tu attends et qu'est-ce que tu espères de ce début d'année 2024? Déjà, le fait qu'on nous informe pas du montant de l'enveloppe, je trouve ça plutôt rassurant, parce que ces dernières années, à chaque fois, on nous disait on va avoir tant pour cet été, tant c'est pour la cet trappe couillon, hiver. ça. Hein, Exactement. J'ai 200 millions à dépenser, venez les prendre. Là, factuellement, on est deuxième du championnat. On va être, on va avoir des joueurs qui vont partir pendant 1 mois. On sait qu'il y a eu des blessés. Il nous faut des joueurs. Je veux dire, au bout d'un moment, ça doit être très simple. Au moins 2 là-dessus. Latéral droit, je pense que c'est évident, parce que Youssef Attal partira sans doute lors du mercato hivernal. Et un offensif polyvalent, j'ai envie de dire dominance ailier droit quand même. Parce que, alors c'est vrai que sur le papier, on a quand même du Baldé, du Buonanni, mais il y a de fortes chances quand même que Laborde rebascule dans l'axe pendant la période de la CAN. Donc il nous faudrait quand même un joueur qui puisse jouer ces postes-là. Et au milieu de terrain, oui, alors on parle souvent du milieu de terrain créatif. Je le réclame aussi, mais je pense que dans l'absolu, si on doit faire 2 recrues comme l'hiver dernier, il me semble qu'on fait Youssouf et Moufi seulement. Enfin, seulement. 2 joueurs, 2 arrivées. On n'arrive pas à faire la 3e le dernier jour, effectivement. Voilà, mais tu vois, si on fait 2, ailier droit, et, enfin, ouais, comme Bada en fait. Ailier polyvalent, latéral droit, et pour les aspirations pour la fin de saison, t'es 2e à la mi-saison. T'as quand même un matelas confortable. Si tu n'es pas européen à la fin de l'année, c'est ça. Ah non, mais si t'es pas top 3 même, hein, j'ai envie de dire moi. Alors, c'est un peu le débat que j'espérais. Est-ce qu'aujourd'hui... Top 4 avec la LDC, non si je dis pas de... C'est pas la 4e avec la nouvelle réforme, non? Oui, 4e barragiste. Barragiste, je crois. Est-ce que pour vous, tout simplement, aujourd'hui, on peut rester sur l'objectif du début de saison que Jean-Pierre River a encore rappelé à la télé hier, c'est-à-dire le but c'est d'être européen et au final, qu'importe la coupe, c'est ce que ça sous-entend en tout cas. Ou est-ce qu'on peut se permettre aujourd'hui de se dire, alors bon, Badass l'est permis immédiatement, lui c'est la Ligue des Champions ou rien, visiblement. Surtout qu'effectivement, tu as... Je vais aller prendre 6-0 à Munich, je vais faire des matchs comme ça. Tu as 7 points d'avance sur Lille qui est 5e, et pour l'instant c'est Brest qui est 4e. On peut peut-être supposer que la magie d'Éric Roy s'arrêtera au bout d'un moment. Mais blague à part, Pancho, pour toi, est-ce que voilà, on reste sur qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse européenne, ou est-ce qu'on peut peut-être se permettre de se dire bon, la Conference League, on y a vécu des beaux moments, mais là cette année, vu le début de saison, on peut peut-être se dire que c'est l'Europa League minimum. Arrêtez avec l'Europa League, arrêtez, bordel. Non mais c'est clair. Non mais en même temps, j'essaye d'avoir la réponse la plus, on va dire, objective possible. Mais naturellement, si tu fais 30 journées top 3 et que sur les 4 dernières journées, tu te plantes totalement et tu fais Europa League, le contexte va me faire dire que oui, c'est un échec et on est tous déçus. Forcément qu'on voudrait la LDC. Quand tu vois que Lens y est retourné cette année, a vécu des émotions folles, t'as envie de vivre ça, t'as envie d'entendre la musique de la Ligue des Champions à l'Alliance, c'est évident. Maintenant, il faut pas oublier aussi le contexte dans lequel on est, à savoir nouveau projet, nouveau directeur sportif, nouvel organigramme. En théorie, ce qui était prévu, je pense, sur la feuille de route de Bocquet, c'était réintégrer l'Europe sous, on va dire, 2-3 ans. Après, je vous rappelle, Lucien Favre avait annoncé l'équipe pour jouer à la Ligue des Champions dans les 2 ans. On est dans les délais. Mais bon, après... C'est vrai, ça. Sans lui, mais on est dans les délais. Voilà, moi, je dis, c'est lui qui l'a annoncé, donc peut-être qu'il y est pour quelque chose dans l'histoire. Hein, mais bon, ouais. Ça me fait encore trop mal d'en rigoler. Alors, juste pour conclure, je sais pas, Bada, si je te dis Europa League, mais retour au Stade de France avec un trophée cette fois. Ouais.
Ouais, putain, j'en ai perdu 2 déjà des trophées. Hein. C'est bon, j'en ai marre. Non, mais franchement, alors attends, avant de prendre feu totalement, je vais essayer de faire une réponse concrète. Ce qu'il y a, c'est que on n'est plus un feu de paille. Je veux dire, sur les premiers matchs, on aurait pu se dire, on va attendre de voir Farioli, le jeu, ce qu'on propose, machin. Je veux dire, 18 journées, 18, 19, 18, 17. c'est ça 17, on est 17. 17, ouais. pardon. Autant pour moi. 17, je veux dire, là, on sait ce qu'on vaut. C'est du concret. On est deuxième. Voilà. Que ce soit dans le jeu, alors il y a toujours des manques, hein, mais quelle équipe en Ligue 1 aujourd'hui n'a pas de manque nulle part. Voilà, j'en vois pas. Donc nous, il est un petit peu offensif, mais on s'en sort comme ça et on arrive à travailler malgré tout comme ça. C'est vraiment du concret, je veux dire. Si avec ça, avec la petite avance, le petit matelas qu'on s'est construit, le fait que Brest soit 4e, certains clubs ce soit compliqué pour eux. Je pense à Rennes, je pense à Marseille. Et des clubs encore engagés en Coupe d'Europe qui ont davantage de matchs à jouer que nous en plus. Et évidemment, voilà, il y a Monaco qui est un peu dans le même cas de figure que nous, qui a pas d'Europe, qui marche bien et qui va, eux, je pense que, voilà, j'ai pas trop envie d'être poli, mais ils vont nous faire chier jusqu'au bout. Mais franchement, honnêtement, pour moi, vu le début de saison que tu fais, c'est pas seulement au niveau des points que je parle, c'est sur tout ce que tu as montré sur ces 6 premiers mois. Pour moi, si t'es pas top 3, franchement, je serais un peu déçu. Alors évidemment que, comme tu m'as dit, tu fais l'Europa League le trophée. et tu vas gagner la Coupe de France. Bon, on ne pourra pas parler de saison ratée. Je peux me mettre tout nu, mais voilà. Mais la Champions League, quand même, ça a une saveur particulière que j'aimerais bien vivre quand même. Bon, c'est ce qu'on espère pour l'année 2024. En tout cas, une nouvelle qualification européenne pour l'OGC Nice. On sait, c'est l'ADN du club. On doute toujours, donc on peut pas dire qu'elle est assurée aujourd'hui, même si ça fait 9 points d'avance. On peut vite les perdre, ces points-là, mais c'est un matelas quand même confortable. On vaut mieux être dans notre situation que dans celle de nos poursuivants naturellement. Une équipe à renforcer malgré tout au mercato hivernal, d'autant plus que la CAN va intervenir et nous priver notamment de cartouches offensives. Et puis, écoutez, on verra, on suivra de toute façon cette fin de saison palpitante en notre compagnie dans Avantinissa, avec celle aussi de Pancho dans son émission, le Club Pancho, je vous le rappelle, en direct sur sa chaîne Twitch qu'on mentionnera dans la description de cette émission. Et puis, voilà, de toute façon, messieurs, vous revenez quand vous voulez dans ce programme. Vous nous retrouvez sur toutes les plateformes d'écoute. En même temps, si vous entendez cette émission, vous le savez, mais n'hésitez pas à vous abonner, à nous lâcher 5 étoiles si possible sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, je ne sais quoi. Encore, il y en a des nouvelles tous les jours. Cédric, Pancho, merci d'avoir fait cette dernière de l'année, en tout cas ce dernier débrief de l'année en ma compagnie pour un très beau match, pour résumer ce qu'on disait en début d'émission. On espère vous retrouver très vite en 2024. Passez de bonnes fêtes, prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt. Et Issa Nissa. Et Issa Nissa.